Chers amis, chers compagnons, 8 mois nous séparent de l'élection présidentielle. 8 mois seulement. 8 mois encore. 8 mois encore, cela signifie que dans le contexte actuel, tout est encore ouvert, tout est encore possible. Pourtant, il y a quelques semaines, que dis-je, il y a quelques jours seulement, tous les observateurs, tous les commentateurs, tous les politologues, tous les spécialistes, tous les experts, tous ceux qui se trompent à tous les coups avant, mais qui sont si bons pour expliquer après, eh bien, ils étaient tous sur la même longueur d'onde, ils étaient unanimes à se mettre le même doigt dans le même œil, l'affaire à les entendre était pliée, et le scénario était déjà écrit. La droite, les Républicains, allait choisir son candidat, puis la gauche, le Parti socialiste, allait désigner le sien. Au premier tour, le 27 avril, les électeurs de chacun des deux grands partis seraient donc invités à voter pour celui des deux favoris qu'ils détesteraient le moins. Et puis au deuxième tour, ils ne pourraient évidemment pas faire autrement que de se prononcer contre celle qu'ils redouteraient le plus. La cause était entendue. Pour la 5e fois depuis 1995, 5e fois, on nous annonçait que le prochain président de la République française serait élu par défaut, non par adhésion pour sa personne ou son programme ou ses idées, mais simplement par rejet de son adversaire. De fait, vous vous en souvenez, c'était il y a peu de temps, en 2012, on en avait tellement soupé de Sarkozy, il faut quand même se le rappeler, que le cornichon dont le bocal portait l'étiquette socialiste lui avait été préféré. Donc, à la lumière de ce précédent, en 2017, on en aurait tellement bavé sous Hollande que son adversaire républicain serait automatiquement vainqueur, les jeux étaient faits, c'est à peine si c'était la peine de voter, le désastre de la gauche remettrait la droite en selle, tout comme il y a 5 ans, la faillite de la droite avait permis le piteux retour de la gauche. Ne restait qu'une question d'intérêt à vrai dire secondaire, excepté pour les intéressés, celle de savoir d'Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy, de Genot également prometteur, de tout nouveau venu dans l'arène politique, de savoir lequel l'emporterait à l'issue de la grande, de la sensationnelle, de la fabuleuse primaire de la droite et du centre. La primaire, ce gadget importé et en tout cas imité des États-Unis, ce prétendu retour ou recours au peuple, cette petite merveille d'horlogerie politicienne si radicalement, si absolument contraire à l'esprit et aux principes de la Ve République. Imagine-t-on De Gaulle mis en examen, s'interrogeait l'autre jour, avec une fausse candeur, je crois, François Fillon. Imagine-t-on le général de Gaulle se présentant et se soumettant à la primaire? Imagine-t-on le général de Gaulle envisageant une primaire autre que celle auquel on convie le peuple tout entier et qui s'appelle des élections? Au fait, qu'est-ce que c'est que la primaire? La primaire est à la démocratie ce qu'est le vapotage au tabagisme et le Canada Dry à la boisson. La primaire, c'est la démocratie, mais avec des filtres. Étrange système, en effet, que celui qui, en soumettant l'éligibilité au parrainage de 20 parlementaires, 230 élus, 2500 adhérents, fait passer le suffrage universel sous les fourches codines du suffrage censitaire et donne la priorité au suffrage restreint, au suffrage des notables. Étrange système qui confie à un appareil partisan, sous le contrôle d'une haute autorité, la charge d'organiser et de faire fonctionner une gigantesque usine à gaz, avec les risques de cafouillage, de trucage et de manipulation qui, vu les précédents, ne sont pas tout à fait à exclure. Étrange système qui permet d'écarter sans débat des candidats honorables mais isolés et qui incitera certains électeurs, dans l'anonymat de l'isoloir, à privilégier des candidats repoussoirs. Étrange système qui pousse à la démagogie,
qui fait s'étriper les gens, que devraient rassembler des idées et des objectifs communs, mais que divisent les ambitions personnelles et des querelles d'ego, au point que l'on a pu parler à juste titre d'une primaire de chiffonnier. L'étrange système qui rétrécit la dimension de ceux qui aspirent à la magistrature suprême aux limites de leur camp, de leur clan, de leur faction, de leur écurie. Étrange système qui conduira, nous le savons déjà, les vaincus du premier tour à monnayer le plus cher possible leur rapprochement, leur désistement, leur ralliement, avant de nous jouer avec plus ou moins d'entrain la bonne vieille comédie de l'union. D'avance, ce mauvais remake d'un vieux film trop souvent programmé nous donnait la nausée. L'élection fondamentale, l'élection pilier de la Ve République, ne méritait-elle pas mieux que ce pitoyable spectacle? Or, voici que le cauchemar s'éloigne, que le carcan se dessert, que le pire cesse d'être sûr, que la mascarade, qui devait occuper les tréteaux, monopoliser l'attention des badauds et les distraire des véritables problèmes pendant tout un automne, que ce travestissement de la démocratie a du plomb dans l'aile. Les vieux partis ont beau rouler leurs tambours crevés, les bateleurs et les bonimenteurs habituels étaler leurs muscles fatigués sur les estrades, on n'en veut plus. On ne veut plus les entendre. On ne veut plus les voir. On ne les écoute plus. Et c'est pourquoi rien n'est joué, car les cartes aujourd'hui sont rebattues. Les cartes sont redistribuées. L'élection présidentielle de 2017, nous pouvons le dire aujourd'hui, ne se réduira pas à la bouffonnerie des primaires. Elle retrouvera, au moins en partie, malgré les obstacles multipliés par la caste politique, son caractère originel et naturel de confrontation, de rencontre entre un homme et un peuple assez grand et assez mûr pour choisir celui qu'il veut mettre à sa tête, sans qu'on se donne la peine de le lui présélectionner. La campagne qui s'ouvre, telle qu'elle s'annonce désormais, mettra définitivement en lumière la décrépitude du système et l'explosion des ex-grands partis qui ne sont plus que des syndicats d'intérêt, pour ne pas dire des lobbies, pour ne pas dire des mafias. Il faut le dire, c'est en dehors du système que s'est présenté Jean-Luc Mélenchon, que s'est présenté plus récemment Arnaud Montebourg, et bien entendu Marine Le Pen. C'est pour en finir avec le système sans ouvrir la porte aux extrêmes que Nicolas Dupont-Aignan mène depuis des années le combat courageux et inégal où nous l'avons rejoint. Alors il faut le dire, quelles que soient les petites réserves que l'on peut faire sur la personnalité d'Emmanuel Macron, on ne peut pas en parler aujourd'hui, vous l'imaginez bien. Il faut reconnaître qu'il a su donner le coup de pied de l'âne, bon ce n'est pas un âne, disons le coup de grâce, au moment choisi, au bon moment, à la primaire de la gauche, et qu'il a su, ce qui n'était pas extraordinairement difficile, ringardiser définitivement le président François Hollande. Mais au fait, qu'en est-il de celui dont le nom, depuis son départ fracassant et sur toutes les lèvres, le visage sur toutes les couvertures des magazines, à la une de tous les quotidiens, et que les télévisions s'arrachent en prime time? Ne nous trompons pas sur Emmanuel Macron. Ce garçon ne manque pas d'atouts qui ont séduit. Il est jeune, il est brillant, il est avenant, il est intelligent, sans atteindre bien entendu le niveau d'intelligence de Bruno Le Maire. Il ne faut quand même pas imaginer l'impossible. Mais qui est-il? Que veut-il? Ceux qui seraient tentés, et beaucoup le sont, semble-t-il, d'après les derniers sondages qui sortaient pas plus tard que ce matin, ceux qui seraient tentés de céder à l'engouement d'un moment feraient bien de réfléchir à deux fois avant de céder à la trompeuse séduction d'un joli miroir aux alouettes. Que savons-nous des idées d'Emmanuel Macron? Peu de choses en vérité, et d'autant moins qu'il ne les connaît probablement pas encore lui-même.
puisqu'il ne sait pas encore de quel côté il penchera. Est-il de gauche, comme la Fondation Terra Nova qu'il soutient, ou est-il de droite, comme l'Institut Montaigne qu'il abrite? Plutôt un peu de gauche, quand ça l'arrange, un peu de droite, quand ça lui profite. S'il se prévaut d'une sensibilité de gauche, celle-ci n'a pas fait de lui un ennemi de la banque. On le comprend. Disons que d'ailleurs, que s'agissant de banque, il n'est pas du même côté du guichet que la plupart des gens auxquels il s'adresse. La Fontaine, une fois pour toutes, a immortalisé la chauve-souris. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Au reste, ce jeune homme est assez avisé pour ne pas s'embourber dans les vieilles idées et dans les vieux clivages. Mais il lui est arrivé, tout récemment d'ailleurs, de se découvrir, de dire un peu qui il est et que nous découvrirons au fur et à mesure que se prolongera la campagne. Il est libéral, il est européen, il est progressiste. Eh ben voilà qui est dit. N'aurions-nous rien contre l'homme, et je vais y revenir quand même, je ne peux pas m'en empêcher, nous avons tout contre ces idées, pur produit de l'idéologie dominante, éminente et typique représentant des élites qui nous gouvernent et nous dirigent vers un monde inhumain droit dans le mur depuis des années. Emmanuel Macron est l'homme qu'a trouvé pour être son porte-parole le libéralisme sans limite, le fédéralisme sans frontières, le cosmopolitisme sans complexe, la mondialisation heureuse. C'est dire, quelles que puissent être ses qualités intellectuelles, que nous n'avons, selon toute probabilité, rien de commun avec un homme qui a été associé de si près et à des niveaux de responsabilité aussi importants à l'œuvre mortifère, au désastre de ce quinquennat. Car le paradoxe de l'affaire est que le jeune rebelle, grâce à qui chacun semble avoir découvert ces jours derniers que le roi était nu et impotent. Ce jeune rebelle, il a été nourri et bien nourri dans le sérail. Il n'est rien d'autre que l'enfant chéri du système et le chouchou du président. Certes, il n'est ni le premier, ni le dernier à nous étonner par l'ampleur de son ingratitude. D'autres, avant lui, avaient fait d'une grande trahison le tremplin d'une grande ambition. Tant de déloyauté et si précoce n'est pas commun, et il faut une grande assurance, pour ne pas dire un sacré culot, pour ne pas dire un sacré cynisme, pour affirmer qu'on n'est pas l'obligé de celui à qui l'on doit tout. Il faudra ne pas l'oublier. Mais après l'avoir évoqué, oublions Emmanuel Macron. Vous êtes assez nombreux, je l'imagine, dans cette assistance, à connaître la belle et nostalgique chanson de Charles Aznavour, « Les plaisirs démodés ». Eh bien ici, à Debout la France, nous avons, voyez-vous, la faiblesse d'honorer, de respecter et de pratiquer ces vertus démodées que sont l'intégrité, l'honnêteté, la loyauté, la sincérité, la fidélité et la constance. Oui, nous avons cette faiblesse. Et cette faiblesse est la force qui nous anime et nous cimente. Nous ne croyons pas, nous autres, que l'avenir passe par l'effacement du passé, ni le renouveau par l'acceptation du déclin, ni le salut public par l'égoïsme individuel. Notre ambition, notre devoir, notre mission sont de restaurer l'État, de reconstruire la société, de rétablir la paix civile et de relever la France. Tel est notre programme, tel est le projet que porte Nicolas Dupont-Aignan. La langue française présente une curieuse particularité. Contrairement à l'italien, à l'espagnol, à l'allemand, à l'anglais, elle ne matérialise pas toujours à l'oral le pluriel de la plupart des noms communs, d'où un risque de confusion. En voulez-vous un exemple? Si je vous dis que François Hollande, ou Nicolas Sarkozy,
ou Jean-Christophe Cambadélis, ou Laurent Wauquiez sont des hommes de conviction, vous me regardez tout étonné, et vous vous regardez incrédule. Donc je n'aurais pas précisé que le mot conviction, je l'avais mis ici au pluriel. Il s'agit de ces convictions qui changent au gré du vent comme l'orientation des girouettes. C'est dans ce sens que ce sont des hommes de convictions successives. Si je vous dis que Nicolas Dupont-Aignan est un homme de conviction, je précise que c'est au singulier. Il y a... Oui, il y a dans cette classe politique, si généralement et si justement décrié, un homme qui depuis des années sans varier dit ce qu'il croit ce qu'il dit, et à qui nous espérons que les Français donneront le pouvoir de le faire et d'accomplir ce qu'ils croient. Il fut un temps où le drapeau rouge flottait un peu partout. Il est un temps, hélas, celui que nous vivons, où pour quelque temps encore, sans doute, des drapeaux noirs flottent sur notre présent et notre avenir. Et puis il y a même des gens, c'est leur affaire, qui arborent le drapeau arc-en-ciel. Bon, ça, on n'a rien contre, mais enfin, ça n'est pas le nôtre. Nous, notre drapeau, il est tricolore. Et il a 3 couleurs. Il a la couleur de la France, il a la couleur de la République, il a la couleur de la rénovation, et ce drapeau, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui le porte, avec nos idées et nos espérances.